Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le numéro 1 burundais affirme que ceux qui parlent de violations des droits de l'homme commises au Burundi ne sont que des détracteurs. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Évariste Ndayishimiye et son Premier ministre ont tenu d'autres propos qui montraient que la criminalité était de plus en plus grandissante au pays. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des cambistes qui sont toujours dans le collimateur du pouvoir en place. Ces derniers ne cessent d'être arrêtés pour n'avoir pas pu se conformer aux exigences de la Banque centrale, des exigences irréalisables pour eux. Nous continuerons aussi à vous parler de la vie qui devient de plus en plus chère. Et aujourd'hui, il sera question de la patate douce. Bien le bonsoir, c'est vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Politique pour commencer. Le président Évariste Ndayishimiye doit séparer les relations familiales et les affaires de l'État, sinon c'est l'intérêt général qui en pâtira. C'est l'avis de Frédéric Bamvouguignoumvila, ancien vice-président de la République et expert en leadership. Ces propos font suite aux révélations de certains cadres de la présidence sur l'émission de la première dame Angeline Ndayishimiye dans les décisions présidentielles. Suivez Frédéric Bamvouguignoumvila. En son article 58, il est créé l'office de la première dame dont les missions débordent sur les ministères tels que la santé, l'éducation, la jeunesse, le développement, la lutte contre le sida et bien d'autres. Évidemment, ça ne peut pas comporter des conséquences fâcheuses si on laissait la situation évoluer dans ce sens-là. Imaginez, nous avons la santé maternelle, la santé sexuelle et reproductive, nous avons l'autonomisation des jeunes et des femmes, la création des activités génératrices de revenus en faveur des vulnérables, nous voyons le bien-être des personnes vulnérables, l'appui au programme national d'alimentation scolaire. Donc, c'est beaucoup de domaines et carrément, il doit y avoir des conséquences. La première conséquence, ce qu'on appelle le conflit interinstitutionnel. Nous avons des ministères qui sont là et qui étaient chargés justement de ces secteurs variés et on comprend que quelque part, il y a un problème déjà à ce niveau-là parce qu'il va y avoir des conflits entre cet office et les ministères concernés. Deuxième conflit, c'est le conflit de marché d'acquisition des biens parce que cette dame va être absolument tentée de s'accaparer de tous les marchés au détriment des autres prétendants. Troisième conséquence, c'est le transfert de heures de la famille au fonctionnement de l'État. Quatrième conséquence, c'est le conflit du pouvoir entre le président de la République et la première dame. Et le pouvoir, justement, ne se partage pas. Même les jumeaux ne peuvent pas partager le fauteuil présidentiel. Et ça devient un risque dangereux. Frédéric Bamvouguignoumvila estime qu'il s'agit là d'une épine dans le pied du pouvoir, dans le sens où d'autres appétits peuvent suivre. Encore une fois, Frédéric Bamvouguignoumvila. Nous avons justement le risque de création d'appétit irascible au niveau de la première dame. Et la première victime dans ces conditions ne va être que le chef de l'État lui-même. Donc, je crois que ça devient une épine dans le pied du pouvoir. Si l'on devrait l'éviter, on pourrait l'éviter. Mais en tout cas, c'est la toute première fois qu'on voit cela dans la gestion des affaires de l'État au niveau du Burundi. C'est la toute première fois. Je demande au chef de l'État d'être prudent sur cette question. L'ancien vice-président était au micro de notre confrère Bob Rugurika. Politique toujours, aucun cas de violation des droits de l'homme n'est enregistré au Burundi. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le président de la République du Burundi. Répondant ce lundi aux questions de nos confrères de la télévision France 24, le président Ndayishimiye a expliqué qu'aucune personne de l'extérieur du pays ne saurait mieux la situation des droits de l'homme au Burundi plus que lui. Évariste Ndayishimiye a fait savoir qu'il reçoit au quotidien
les informations en rapport avec la vie du pays directement de la population via son numéro de téléphone qu'il a donné à cette fin à la population. Suivez Évariste Ndayishimiye, président burundais. Non, vraiment, jusqu'à maintenant, on ne m'a pas encore montré là où il y a eu violation des droits de l'homme. Je sais qu'il n'y a pas une personne qui commet un crime et qui reste impuni. Vraiment là, je m'y mets moi-même. Vous savez, j'ai mis à la disposition de tous les citoyens mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a violation des droits de l'homme, partout, toujours, ils dénoncent et je dois assurer le suivi. Donc là, je peux vous garantir, au moins chaque jour, s'il y a quelque chose qui se passe, même s'il y a injustice, la population dénonce. Alors, comment ça peut être qu'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, qui voit les choses que la population elle-même, d'abord les victimes maintenant, ont le droit de dénoncer chez le président de la République. Alors, qu'est-ce que celui qui est à l'extérieur peut connaître que moi, je ne connais pas? Je pense que ce sont des détracteurs qui font la contre-propagande, c'est normal. Je ne sais pas si vous avez écouté mon discours à l'Assemblée générale des Nations unies. À cause de ces gens-là qui veulent faire des rapports biaisés, j'ai demandé au Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations unies de venir au Burundi pour nous asseoir ensemble, analyser ensemble la situation et voir ensemble ce que nous pouvons faire pour améliorer davantage la protection des droits de l'homme. Donc, nous n'avons pas peur que le Haut Commissariat des droits de l'homme vienne au Burundi et discuter sur comment gérer ensemble les questions des droits de l'homme dans mon pays. Même si Évariste Ndayishimiye indique qu'au Burundi, il n'y a aucune violation des droits de l'homme, les propos récemment tenus par le chef de l'État lui-même et son Premier ministre disent le contraire. Vers la fin du mois de juillet, le chef de l'État a affirmé avoir démasqué un groupe de criminels opérant en connivence avec les agents de l'ordre. Et de son côté, le chef du gouvernement s'inquiète également de la montée des violations des droits de l'homme dans certains coins du pays. Émile Nibasumba nous fait le point. C'était Évariste Ndayishimiye au cours d'une rencontre avec la diaspora burundaise en date du 28 juillet de cette année en province Ngozi. Avec une voix qui semblait pleine d'amertume et de colère, le numéro 1 burundais a indiqué à son auditoire que la montée d'assassinats commis sur le territoire du pays dépasse l'entendement humain. Évariste Ndayishimiye a même saisi cette occasion pour déclarer qu'à l'issue des enquêtes qu'il a personnellement menées, il a découvert que ces actes sont perpétrés par des criminels intouchables agissant en collaboration avec les agents de sécurité. Je ne peux en aucun cas comprendre une autorité qui est à la tête du pays qui reste les bras croisés alors qu'on est en train de tuer des gens. Vous savez combien nous avons eu de la peine pour trouver ceux qui enlevaient les gens dans le passé. On écrivait même dans les médias que le gouvernement est en train de tuer des personnes alors qu'il y a un groupe responsable de ces crimes. Je l'ai accepté quand j'ai découvert que ce groupe utilise même les forces de l'ordre. Les crimes se disent si tu bouges, ils frappent la tête et tout le monde commence à avoir peur. Par ailleurs, les propos du chef de l'État concordent avec le constat de son Premier ministre. Au cours d'une réunion avec les administratifs tenue le 15 de ce mois de novembre en province de Rumongue, Gervais Ndirakobucha a fait savoir que les droits des plus démunis sont bafoués au quotidien par des autorités publiques qui se comportent en tyrans. Ce qui se passe ici à Rumongue est inimaginable. Je suis abasourdi. Il est évident que dans cette province règne la loi du plus fort. Il n'y a pas de bonne gouvernance car il semble qu'il y a des personnes qui sont intouchables. Les droits des citoyens lambda sont piétinés. Seuls les intérêts des plus forts sont protégés. De surcroît, le Premier ministre avait déjà manifesté ses inquiétudes par rapport aux nombreux cas de suicide dans la province de Kayanza. Au cours d'une rencontre organisée en date du 29 octobre de cette année, Gervais Ndirakobucha a indiqué que ce phénomène laisse penser à des simulacres de pendaison. Prenons par exemple que 3, 4 ou 5 personnes se sont suicidées. Personne parmi nous n'arrive à comprendre pourquoi les gens se suicident. Est-ce qu'ils se suicident réellement ou bien ils sont tués et puis pendus par les auteurs de ces crimes? Actuellement,
Plus d'un trouve donc étrange les propos tenus ce lundi par le président burundais au cours de l'entretien exclusif accordé à la Radio France Internationale et à la chaîne France 24, où Évariste Ndayishimiye a déclaré qu'il n'est au courant d'aucune violation des droits de l'homme commise sur le territoire burundais. Bon nombre estime que les discours d'Évariste Ndayishimiye prononcés à l'étranger ne viseraient qu'à jeter la poudre aux yeux de la communauté internationale, car, explique-t-il, s'écartant de plus en plus de la lecture des faits que le numéro 1 burundais expose lui-même quand il se trouve dans le pays. Émile Nibassou Mbari, à propos de ce discours tenu par le numéro 1 burundais, la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, demande au président de la République et à son gouvernement de cesser d'être sur la défensive chaque fois qu'on évoque que les droits humains sont bafoués au pays et de montrer plutôt ce qu'ils font pour protéger les citoyens burundais afin qu'ils puissent vivre en paix. Réaction du président de la Ligue ITK, en chair Nikoya Gidze, qui fait savoir que 70 personnes ont été tuées au cours de ces 3 derniers mois et 8 autres enlevées. Suivez le président de la Ligue ITK, en chair Nikoya Gidze. Contrairement aux propos du président de la République du Burundi sur la France 24, les violations des droits de l'homme continuent au pays. Ici, la Ligue ITK se réfère sur le bilan de ce monitoring durant les 81 jours derniers. Malgré les défis qui couronnent le travail de l'organisation, durant cette période, la Ligue ITK a pu documenter 70 cas d'assassinat, dont 37 cadavres retrouvés ici et là, 8 personnes enlevées, 16 personnes torturées, 35 personnes victimes de violences basées sur le genre et 155 arrestations arbitraires. Et la Ligue ITK n'a pas cessé de demander au pouvoir en place de mener des enquêtes pour punir les auteurs de ces violations, mais rien n'est fait. Et la Ligue ITK saisit cette occasion pour demander au gouvernement, surtout au président de la République, de passer aux actes, de ne pas continuer à dire des paroles qui ne sont pas suivies des actions, afin de promouvoir les droits de l'homme au pays. En page droits de l'homme, il se rend tristement célèbre dans la violation des droits de l'homme. C'est un Imbonilakule nommé Buhungwi de la commune Chombo en province Kalousi. Ce dernier a à plusieurs reprises poignardé des citoyens paisibles sans toutefois être inquiété. Et pour le peu de fois qu'il a été arrêté, ça n'a duré que le temps de la rosée. Hilvis Niomongere. L'homme qui s'est transformé en hors-la-loi est connu sous le nom d'Ernest et aussi nommé Buhungwi. Il est l'homme de tous les crimes, mais curieusement, la population regrette qu'il n'a jamais été puni pour ces crimes. Et dimanche dernier, il est allé jusqu'à tuer un homme par coup de poignard. Selon la population, la réalité de distance habilitée est venue tardivement, comme s'il lui donnait le temps de se sauver. Lorsqu'il a commis ce forfait, c'était dans la soirée. Tout le monde a vu qu'il venait de poignarder quelqu'un, mais personne ne l'a arrêté. Personne n'a poursuivi Ernest pour l'arrêter. Donc, vous comprenez, il a poignardé quelqu'un et il a passé toute la nuit en liberté et par la suite, il est parti sans être jugé. Comment il avait fait ce crime? Ernest avait auparavant failli tuer des autres personnes, toujours par poignard, persuadé que ces personnes ayant été grièvement blessées. La population indique qu'il n'a jamais été puni. Il est arrivé au point où il ose s'attaquer aux administratifs. Il avait fait son habitude de poignarder des gens. Il posait également des bagarres. Il ne craignait même pas les autorités. L'année dernière, il a poignardé un élève et on lui avait arrêté et incarcéré pendant une nuit. Mais par la suite, il a été relâché. C'était au mois de février 2020. Après cela, il a encore poignardé une autre personne, cette fois-ci de sa propre famille. Il s'agissait de son cousin. Les rares fois où il a été arrêté, la population locale à Chombo indique qu'il est arrivé qu'il soit relaxé en cours de la route. Jamais il n'a été devant la justice, c'est-à-dire représenté seulement chez un officier de police judiciaire. Ce dernier le mettait aux arrêts pendant une nuit ou 2 jours et il était relâché par après. Ou alors, on faisait semblant de l'arrêter dans son quartier et quand on essayait de l'amener chez un officier de police judiciaire, il était relâché au cours de la route. Ainsi le soir, on le voyait chez lui.
La population demande qu'il soit recherché activement pour qu'il réponde à tous les crimes déjà commis. Elvis Nyong'ongiri, en parlant toujours des abus imputés à cette milice du parti au pouvoir, les habitants de la colline et zone Gatete en commune et province Rumongue dénoncent les différentes violations des droits humains commises par un certain Benjamin Bikolimana, membre influent du parti au pouvoir. L'exemple illustratif est celui de l'appropriation et de la vente illégale des parcelles appartenant aux citoyens au vu et au su des autorités administratives. Les habitants de la place demandent qu'il soit arrêté et jugé, comme ça a été fait dernièrement pour le responsable de la jeunesse Imbonilakuri dans cette même commune. Le reportage est signé Emmanuel Nyongeko. Ce lundi 21 novembre 2022, Léonard Niosaba, gouverneur de la province de Rumongue, a suspendu toutes les activités qui se réalisaient dans les propriétés du site situé sur la colline et zone Gatete en commune et province de Rumongue, géré par un certain Benjamin Bikolimana, membre de la milice Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Nos sources sur place indiquent que ce site dénommé Nkurunziza City a été viabilisé au régime de feu président Pierre Nkurunziza, même si son membre du parti présidentiel avait signifié à ses citoyens que ces terres allaient être utilisées pour des travaux de développement. La situation a changé. Témoignage d'un habitant de la localité. Le nommé Benjamin Bikolimana, dit Rama, s'est approprié le site de la colline Gatete en prenant les parcelles des citoyens, arguant que c'est pour des projets de développement, mais en réalité c'était un vol. Par exemple, pour celui qui avait une propriété d'un hectare et devrait être morcelé en 14 parcelles. 7 étaient donnés aux propriétaires tandis que les 7 autres étaient confisqués. Il les vendait comme il voulait pour encaisser de l'argent. Il était un proche collaborateur de feu président Pierre Nkurunziza. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce site a été baptisé Nkurunziza City. On signait par force et par intimidation. Ce sont donc les lamentations des citoyens qui ont poussé le gouverneur d'y effectuer une descente. Les citoyens de la colline Gatete saluent la mesure du gouverneur de la province de Rumongue. Ils demandent toutefois que les propriétés des habitants du site confisquées leur soient restituées. C'est dans la mesure où il y a une partie de ce site qui a été vendue par le nommé Benjamin Bikolimana pour y ériger une école. Il a amené des Arabes qui ont construit une école privée où étudient des élèves de la section scientifique. Le gouverneur de la province a dit qu'aucun autre projet n'est permis sauf l'école. Les habitants espèrent que le problème pourra être résolu et leurs terres restituées. Ils ont acclamé suite à la prise de cette mesure. Dimanche de la semaine dernière, Ulimwengu Bigirimana, secrétaire de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir au sein de DFDD en commune et province de Rumongue, a été intercepté par la police des renseignements. Il serait poursuivi pour le dossier de collecte illégale d'argent dans le site d'extraction du matériel de construction situé sur la colline de Mutambara. Ces citoyens de la colline Gatete demandent que le nommé Benjamin Bikolimana soit lui aussi arrêté et jugé. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Léonard Niosaba, gouverneur de la province de Rumongue, afin de recueillir sa réaction. Emmanuel Nyongeko, droit de l'homme toujours, un des travailleurs de l'hôpital de Muyinga, service laboratoire, est incarcéré depuis le 29 octobre de cette année. Il serait victime de la disparition d'un concentrateur d'oxygène médical de la salle d'urgence. Ses proches dénoncent cette détention et affirment qu'il s'agit d'un montage concocté par ses détracteurs, vu qu'aucun vol n'a jamais été signalé à cet hôpital, explique-t-il. Eric Nyonzima nous en dit plus. Laboranté à l'hôpital Muyinga, Claude Muitira est arrêté le 29 octobre dernier. Il était en compagnie d'un certain Sereus qui était venu le rencontrer pour lui présenter un client d'un concentrateur d'oxygène. Le concentrateur d'oxygène était parmi 3 autres machines que Claude devrait chercher. La mission lui avait été conviée par un de ses amis, un Imbonnerakure connu sous le nom de Didier. Seul le proche de Claude Muitira, le Didier, avait signifié à Claude qu'il cherchait son matériel pour le compte d'un homme qui voulait investir dans le secteur de santé en province Kayanza. Selon les proches de Claude, c'était le début d'un montage visant à nuire à Claude Muitira. Muitira a tout fait pour accomplir la mission qui lui était conviée. Il avait déjà réussi à fournir un des matériels, le glycomètre. Il a donc été arrêté le jour où il devait fournir le concentrateur d'oxygène alors qu'il était avec le fournisseur de cette machine venu de Bujumbura. La police et le responsable des Imbonerakure sont intervenus et les ont arrêtés. Selon les proches de Claude, ils ont été signifiés que le concentrateur d'oxygène ressemble à celui qui a été volé à l'hôpital de Muyinga où Claude est la volante. Pourtant, les proches
proche de Claude Moitira indiquait que fournisseur de ce matériel qui se trouve être Cereus, le co-détenu de Claude a bien indiqué devant l'OPG d'où il avait trouvé ce matériel. Ces documents auraient présenté, mais ça n'a pas suffi pour sauver les deux. Claude est aujourd'hui emprisonné dans la prison de Muyinga. Ses proches présentent plusieurs zones d'ombre sur lesquelles nous reviendrons. En attendant, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Gérald Nyongoro, procureur de la République à Muyinga. Merci à toi, Eric Nionzima. Je vous le disais en titre, arrestation en cascade des cambistes du marché noir au centre-ville de Bujumbura depuis ce lundi. Plus de 30 ont été arrêtés et conduits au cachot du commissariat de la police à Bujumbura. Les informations que nous détenons des cambistes qui ont pu s'échapper disent qu'il leur a été sommé de travailler dans des maisons forex. Pour eux, il leur sera difficile d'ouvrir ces forex vu que la Banque de la République du Burundi a haussé le capital, passant de 100 à 500 millions. Les détails avec Inès Gakitsa. La rafle des cambistes au centre-ville de Bujumbura a repris avec énergie ce lundi. Des policiers sillonnent dans les véhicules pick-up, certains en tenue policière et d'autres pour se camoufler en tenue civile. Ces derniers se font même parfois passer pour des clients pour bien localiser ces cambistes. Depuis ce lundi, plus de 30 cambistes ont été arrêtés et conduits dans les cachots du commissariat de la police municipale de Bujumbura. Nos sources parmi les cambistes nous ont fait savoir qu'ils ont été sommés soit d'arrêter ce travail, soit d'ouvrir des bureaux de change. Dans la réunion avec le chargé des opérations à la Banque de la République du Burundi, Berbé, tenue en fin de la semaine dernière, il leur a été informé que pour ouvrir les bureaux de change, chacun devra présenter un capital de 500 millions, alors qu'auparavant c'était 100 millions de francs burundais. Ils jugent donc cette somme exorbitante, vu qu'ils viennent de passer 3 ans sans travailler. Inès Gakidza. Et avant de clore ce journal, parlons du prix élevé de la patate douce dans tout le pays. Ce produit alimentaire jadis considéré comme parmi les aliments les plus disponibles et accessibles pour tout le monde, ne l'est plus depuis le mois d'août suite à son prix. Dani Cléridat Kumba a fait le tour de certains marchés du pays. Son reportage. La culture de patates douces est la plus cultivée dans la région naturelle de Kilimiro. Cependant, la population de Gitega, l'une des provinces de cette région naturelle, indique que cette denrée alimentaire est très chère sur le marché depuis le mois de septembre et fait savoir que le prix de la patate douce a été multiplié par 3 fois. Chez nous, on achète des patates douces par panier ou par bassin. Un bassin s'achetait à 2500 francs, mais actuellement, il s'achète à un prix compris entre 6 000 et 7 000 francs. Le petit panier de patates douces qui s'achetait à 1 000 francs burundais, aujourd'hui, il s'achète à 2 500 ou 3 000 francs. Nous avons observé une montée excessive du prix de cette denrée alimentaire depuis le mois de septembre. Nous craignons que cette montée va se poursuivre. Quant à la province de Ruyigi, les prix de la patate douce ont augmenté selon la population de la dite province. Le marché de Kinyinya, c'était l'un des marchés qui ont beaucoup de patates douces et qui fournissent d'autres marchés des provinces voisines de Ruyigi. Dans son marché, un récipient qui coûtait 2 000 francs coûte aujourd'hui plus de 5 000 francs burundais. Ici chez nous, on ne mange pas 3 fois comme auparavant. Aujourd'hui, c'est 2 fois. Et on ne mange pas à notre faim. Les prix ont quadruplé. Dans la province Makamba, la population indiquait le prix de la patate douce a doublé. C'est très grave la vie que nous menons ces jours-ci. Imaginez un tas qui s'achetait à 1 000 francs, aujourd'hui c'est 2 000 francs. Celui qui s'achetait à 2 000 francs, il s'achète à 4 000 francs actuellement. Sachez aussi que la famille ne mange plus à sa faim car c'est très peu. C'est dommage. Même chose dans les provinces Muramvya et Kayanza. La patate douce s'achète à un prix exorbitant. En tant qu'il s'achetait à 500 francs, s'achète actuellement à 800 francs. Un panier rempli de patates douces qui s'achetait à moins de 10 000 francs, aujourd'hui coûte plus de 12 000 ou 13 000 francs. La population de ces différentes localités indique qu'elle ne sait pas de quoi faire face à cette montée des prix de ces denrées, car elle fait partie des aliments de base au Burundi.
Et voilà, fidèles auditrices et auditeurs de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 22 novembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.